Qui sont les morts russes? On commence à y voir plus clair. C'est un sujet absolument passionnant parce qu'il y a un travail qui a été mené. Et alors là, sur les Russes qui meurent au front, les statistiques sont absolument subjugantes. Oui, c'est assez tabou, on n'en parle pas beaucoup. Et justement, Vladimir Poutine était en visite aujourd'hui justement à la Fondation des défenseurs de la patrie. Il était à Veliki Novgorod, au sud de Saint-Pétersbourg. Alors, la personne qui filme, vous le connaissez bien, c'est Zaroubine, son correspondant attitré, son journaliste personnel, qui suit tout le temps. Son propagandiste. Partout. On va l'écouter, Vladimir Poutine, il était en visite aujourd'hui. L'État dans son ensemble et les régions doivent faire tout leur possible pour préserver la mémoire de nos hommes qui ont donné leur vie pour la patrie. Et éduquer les jeunes en s'inspirant de leur exemple. Voilà, bon, il dit qu'il faut, quand on pense qu'au début de la guerre, peut-être est-ce encore le cas, les troupes russes ne récupéraient pas leurs morts tombés entre les lignes, on laissait les corps pourrir, que Poutine se préoccupe maintenant de la mémoire des soldats russes tombés au front, c'est quand même... ça veut dire une chose à mon avis quand même, et ça fait très longtemps que je le pense, et j'ai dit plusieurs fois sur ce plateau ailleurs, sur d'autres plateaux d'LCI, c'est que... On est rassurés. Vous ne feriez pas d'infidélité. Non, ne vous inquiétez pas. Il est évident que cette guerre tue énormément. Il est évident qu'il y a forcément des répercussions dans la population, qu'on le veuille ou non. Des mères, des femmes, etc. C'est évident. Et donc, si les statistiques, c'est ce que vous avez donné tout à l'heure est vrai, c'est-à-dire l'espérance de vie de 11 mois maximum pour un militaire sur le terrain, c'est dingo quand on y pense. Donc ça veut dire qu'il y a des centaines, des dizaines de milliers de morts, que ces corps sont forcément soit abandonnés, en tout cas une grande partie, soit rapatriés. Et rapatriés, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui... Bon, et je rappelle quand même que dans la guerre de l'Afghanistan en 1979, une des raisons qui a fait que l'armée rouge se soit retirée d'Afghanistan, c'est justement les morts de l'armée rouge qui étaient rapatriés dans les cercueils de zinc. Il y a un magnifique livre d'ailleurs qui s'appelle Cercueil de zinc. Et il y avait déjà des femmes et des mères qui pleuraient, et ça commençait à remuer dans un pays qui était l'Union soviétique. Or, il n'y avait que 10 000 morts. 10 000 morts, c'est rien à l'échelle de ce qui est en train de se passer. Donc, il est évident que dans la société russe, c'est évident que ces morts ont des répercussions dans le moral de la population, et évidemment Poutine a intérêt à faire attention, à mon avis. Voilà, 1 an et demi après le début de ce conflit, on le disait, on commence à y voir plus clair sur les pertes côté russe. Regardez ce travail des bénévoles de la Conflict Intelligence Team et de Important Story. Ils ont listé, ils ont analysé les noms des soldats russes décédés qui se sont battus sur le front. Regardez ce que l'on apprend. Alors, ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais vous allez voir, c'est très simple. Parmi les soldats décédés, 1 sur 5 n'a pas survécu 2 mois après avoir reçu la convocation. Ça veut dire qu'ils survivent très peu sur le front. Ils sont utilisés comme de la chair à canon, en quelque sorte. Là, si vous regardez au milieu, là où la barre est la plus haute, 17% des soldats russes décédés étaient sur le front depuis 3 à 4 mois. Donc en fait, il y en a beaucoup aussi qui ont passé moins d'1 mois sur le front. Ça vous étonne? Moi, j'ai une statistique complètement dingue. J'ai regardé les chiffres comme vous. On peut les prendre dans tous les sens. 19 ans. 99,8% des soldats morts sont morts dans les 11 mois. 88. En gros, tous les soldats... La moyenne, 4,5 mois, la moyenne. La moyenne, c'est 4,5 mois. Mais ça veut dire que l'Ukraine, pour ces soldats ukrainiens, c'est le couloir de la mort. C'est un enfer. Le couloir de la mort, vous avez une seule certitude, c'est que vous avez une date d'exécution. Et l'autre certitude, c'est qu'elle sera forcément dans les 11 mois. Peut-être que ce sera en semaine, que ce comptera le temps de vie qui vous reste, peut-être en mois. En moyenne, c'est 4,5 mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les camarades avec lesquels vous partez au combat, c'est la dernière fois que vous allez les voir. Autant ne pas vous attacher à eux, parce qu'il y a pas mal de chances pour que très rapidement, ils disparaissent. Donc effectivement, c'est un véritable carnage, mais comme le disait très bien Thierry à l'instant, ce qui paraît surprenant, c'est que pour l'instant, où sont les vidéos de ces proches que vous décriviez qui se soulèvent pour dénoncer cela? C'est-à-dire que ce qu'on continue à voir diffusé sur les réseaux, c'est des gens qui demandent que ce soit mieux organisé, que leurs maris, conjoints, amis, frères, oncles, etc. soient mieux équipés. Donc contrairement à ce qu'on lit dans les cercueils de zinc de Svetlana Alexievitch, qui effectivement est un très joli livre, on ne voit pas pour l'instant ce mouvement de mutinerie, de soulèvement, mais c'est probablement pour ça que Vladimir Poutine sort un peu l'extincteur, entre guillemets métaphorique,
pour éventuellement de manière préventive aller montrer un peu Gallagher, on ne sait pas exactement ce qui se passe aussi parce qu'il n'y a pas de reportages qui sont faits dans la province profonde, etc. Vous savez, sur le retour des morts, moi, bon, peut-être, alors vous allez nous informer là-dessus. Bon, je ne sais pas comment c'est accueilli. Vous savez, c'est un pays quand même qui est contrôlé au niveau de l'information. Donc peut-être qu'il y a des gens Alors moi j'ai vu sur quand même à LCI, encore une fois c'est toujours à LCI, soyons clairs, j'ai vu à LCI des reportages d'une femme qui allait sur le front chercher son mari dont elle n'avait pas, c'était il y a 2, 3, 4 mois, je me souviens très bien, c'était un formidable reportage, et elle disait je veux avoir des nouvelles de mon mari qui était forcément mort, parce que ça fait plusieurs mois qu'elle n'avait pas de nouvelles de lui, donc à mon avis il était mort, donc ça bouge quand même quelque part. Donc il faut espérer en tout cas. Ouais. Donc ces chiffres sont dingues. Hein. Le vrai chiffre, là, vous voyez, 99%. Le vrai chiffre, c'est 80,9%, 99,2% des soldats qui sont tués dans les 11 premiers mois. En gros, tous les soldats morts sont ceux qui ont commencé cette guerre. Voilà. Ils passent pas la moyenne, c'est 4 mois et demi, ça a été dit à l'instant par vous, Gallagher. 4 mois et demi sur le front. Donc c'est très court. Donc mon colonel, pour le retour d'expérience, on compte beaucoup sur les soldats aguerris qui forment les nouvelles recrues qui arrivent. Et Dieu sait que Poutine, il envoie tout ce qu'il peut sur le front en Ukraine. Bon, et comment voulez-vous que l'armée se professionnalise dans ce contexte ? Alors, attention, les chiffres sont trompeurs. C'est pas une espérance de vie de 4,5 mois. Hein. Ceux qui sont morts en moyenne au bout de 4,5 mois. C'est aussi beaucoup de gens qui survivent, malgré tout. Ceci dit, on estime qu'il y a peut-être 700 000 soldats russes qui ont mis le pied en Ukraine. On parle de pertes aux alentours de 80 000 morts et à peu près autant de blessés graves. On l'oublie souvent, les blessés graves, on parle des cercueils, mais les blessés graves, les amputés que l'on voit tous les jours, ça marque aussi. Hein. Et donc ça veut dire que vous avez en gros un homme sur 4, un Russe sur 4 qui est rentré en Ukraine, qui a été tué ou qui est mutilé, et qui en a à peu près autant qui ont été blessés. Donc c'est colossal, effectivement. Ça a un impact sur la société. Sur le moral des troupes aussi, j'imagine. Oui, et après sur les troupes. Mais juste un élément sur la société, j'ai eu une statistique qui montrait le taux de perte par province. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez des provinces à Bouriatie, toute province périphérique, on va dire comme ça. Donc une province en Asie, loin là-bas, vers Irkoutsk. Très loin, voilà. Vous dépassez 50 pour 100 000, 50 morts pour 100 000 habitants. 50 morts pour 100 000 habitants, multipliés les blessés, etc. Ça veut dire que vous les connaissez. Moi, dans le village où je suis né de 1000 habitants, ça équivaut à un mort en blessé. Tout le monde le sait, tout le monde les connaît. Donc là, on est sur quelque chose qui est très proche, en fait. On connaît les gens. Moscovie, moins de 1 sur 100 000. Incroyable. À Moscovie. 50 pour la Bouriatie, moins de 1 pour la zone de la capitale. 50 population, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Donc c'est pas rien. Alors après, pour revenir à votre question, oui, ça a un impact considérable évidemment sur les armées. C'était une armée, normalement, elle se solidifie, elle acquiert de l'expérience avec les combats. Une troupe, on va dire, elle acquiert de l'expérience, forcément. Elle est incitée tous les jours à mettre des missions, elle a des combats, donc on apprend. Mais pour apprendre, il faut vivre. Si vous êtes tué, si vous avez un quart de votre unité qui est tuée ou blessée à chaque mission, vous apprenez rien du tout. Si vous êtes en permanence sur la ligne de front, vous apprenez rien du tout. Si vous êtes tourné, les gens sont remplacés, y compris, et ça aussi c'est un autre élément, est-ce qu'on est sur la ligne de front, est-ce qu'on revient à l'arrière, mais si vous êtes sur la ligne de front en permanence et qu'on vous envoie des jeunes, c'est une catastrophe, psychologiquement c'est une catastrophe, etc. Les pertes, pourquoi il y a beaucoup de pertes dans les premiers mois de combat, on l'a vu notamment à partir de la mobilisation, c'est qu'on a envoyé tout de suite des dizaines de milliers d'hommes immédiatement sur le front pour boucher les trous. Et là, les pertes sont absolument terribles. Et juste un élément, c'est que ces pertes aussi, elles ne sont pas sur les mêmes secteurs au sein d'une armée. Vous avez je veux dire simplement, 70% des pertes, c'est les fantassins. C'est les fantassins. Voilà, c'est eux qui ramassent le plus, c'est ceux qui sont au contact. Ceux qui sont un peu plus en arrière, il y a beaucoup moins de pertes. Et ça signifie en termes d'apprentissage que, par exemple, ce que je constate, c'est que l'artillerie, notamment l'artillerie ukrainienne, elle progresse énormément. Ils apprennent, ils innovent, voilà. Ils sont beaucoup plus forts qu'ils n'étaient il y a un an. Mais l'infanterie, c'est terrible.
C'est terrible. Et donc, il y a un problème. Et ça aussi, ce qui explique aussi les difficultés qui a amené les opérations, amené des attaques. C'est-à-dire que vous avez de moins en moins de combattants de première ligne et notamment de moins en moins de combattants solides et aguerris pour mener les combats de première ligne. On voudrait aussi vous parler d'exemples concrets de soldats russes qui sont morts sur le front. C'est toujours sur la même enquête. Regardez, Vadim Boulatov, 23 ans, originaire de la région de Tcheliabinsk. Lui est décédé le 8 octobre, c'est-à-dire 9 jours après la mobilisation. En fait, on a appelé son frère. Vous voyez, il est mort sur la ligne de front. Il n'y a pas eu d'entraînement. 1, 2, 3. Et voilà, il est décédé. Et on apprend d'ailleurs dans cet article que la moitié des soldats qui sont décédés sur le front avaient entre 30 et 45 ans. Oui, ce qui est un âge assez âgé, c'est vieux. Hein, c'est incroyable. Et alors, on a mis cette petite phrase, ce petit slogan en bas, parce qu'effectivement, toujours dans cet article, on apprend que l'amplitude des âges des soldats russes morts sur le front va de, c'est une information bureaucratique de l'administration russe, hein, va de 19 ans à 62 ans. Il y a des plus de 50 ans, c'est ça qui est effroyable. Ouais. Effroyable. Normalement, vous avez une moyenne d'âge qui est jeune. Ouais. Là, vous avez des plus de 50 ans. Ouais. Juste une phrase. Je crois ce que vient de dire Michel Goya, et en tout cas, moi, ça m'a passionné parce que on se rend pas compte quand on n'est pas militaire. On se rend compte quand on travaille dans une entreprise ou dans une assoce où on se dit mais bon un tel non eux ils viennent d'arriver, ils y connaissent rien. Lui fait pas faire ça. Prends plutôt des gens qui sont là depuis 1 an, 2 ans. Ah oui mais il est dur à former ceci cela. Donc nous dans toutes nos professions on sait ce que c'est quelqu'un qui est pas formé qu'il faut former. Mais en fait on pense pas ça quand on pense soldat ou armée. On a l'impression que c'est un bloc, que tout vaut tout, que celui qui est arrivé il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 1 an, tout le monde tire pareil est aussi bon. Mais pas du tout. Et ce que vous venez de dire sur le fait que quand vous mourrez vite, les encadrants se disent mais on se fait 3 mois qu'on est là, on n'a que des jeunes recrues qu'on va envoyer là-bas. Enfin, ce que vous avez expliqué me semble incroyable pour le. L'aspect expérience, c'est un métier. C'est un métier. Il y a une multitude de savoir-faire, mais il y a aussi un aspect qui est super important, c'est la cohésion. C'est-à-dire que pour aller au combat, pour résister au feu, Faut se connaître. il faut se connaître et on crée des liens. Les frères d'armes. C'est peut-être Des frères qui obligent. Vous faites des choses parce que vous êtes entouré de copains. Vous allez les chercher parce que ce sont des copains. Si vous êtes entouré d'inconnus, Mais c'est ça. vous êtes beaucoup moins courageux. Notre élite. oui, parce qu'on se bat aussi pour ses copains, pour ses frères d'armes. C'est surtout ça, le cœur du sujet. Regarde, c'est ça. on comprend peut-être mieux toutes ces vidéos qu'on vous montre le soir sur ces soldats russes, souvent des troufions dépenaillés, hein, qui s'adressent à Vladimir Poutine et qui disent ça va pas. J'en ai retrouvé une là qu'on avait passée, on n'avait pas fait attention. Donc, ce sont des soldats qui se plaignent. Et écoutez la dernière phrase. Il parle du nombre de morts. Nous sommes restés pour servir vaillamment, pour combattre comme des hommes et des patriotes de notre pays. 1 mois plus tard, le commandant de compagnie nous a promis qu'on nous apporterait des vivres, de la nourriture, de l'eau. Toutes ces promesses n'étaient finalement que du vent. Nous menons toutes sortes d'attaques, toutes sortes de tâches qui nous sont confiées par des gens que nous n'avons jamais rencontrés. Ils nous traitent de snobs. Il ne reste plus que 25 des 110 hommes de notre compagnie. Donc ils étaient 110, il en reste plus que 25. Voilà. Ça aussi, Petite info glanée comme ça, parce que j'avais pas fait attention, on n'avait pas fait attention la première fois. Mais petite info comme ça, on était 110 il y a quelques jours, on n'est plus que 25, à une petite échelle. C'est documentant quand même. Sachant que normalement, dans un bataillon, quand vous perdez 10% de votre effectif, il est inopérant. Donc là, ils sont. Oui, sauf en Russie, à mon avis. Ouais. Hein. Mais non, ce qui est intéressant, et on s'est beaucoup interrogé là-dessus, c'est sur le temps de latence, semble-t-il, qu'il y aurait entre la multitude de ces témoignages et l'absence de réaction véritablement massive et populaire du côté russe, un pays sans doute zombifié. En revanche, il y a une chose qu'on oublie de dire, on est un petit peu passé rapidement, c'est que cette réaction elle peut peut-être venir grâce à des sources, parce que vous avez dit que ces chiffres, on les a par Conflict Intelligence Team et Important Stories. Ce sont 2 ONG russes donc, qui mènent des enquêtes, ce sont des organisations d'investigation indépendantes. Conflict Intelligence Team, ils ont quitté la Russie, ils travaillent depuis 2014, ils travaillent sur du renseignement de sources ouvertes, donc ils ont des agrégateurs qui leur permettent, si vous voulez, de produire cette photographie globale du carnage qu'est la guerre en Ukraine pour les Russes, c'est la manière dont Poutine est en train de suicider son pays. Et ce qui est intéressant, c'est une illustration supplémentaire de ce que la Russie a perdu au travers de cette fuite massive de matière grise, parce que c'est quand même un travail
colossale qu'ils ont appliquée. Et tout à l'heure, on disait il manque de cohésion sur le front. En revanche, à l'extérieur, dans ceux qui s'opposent et qui veulent véhiculer une autre image et entraîner le changement, là, il y a de la cohésion. Non, ce que je voudrais dire, c'est qu'on s'étonne un peu de cette situation. En vérité, c'est un héritage typique du système communiste, qui a toujours négligé les hommes. Il y a eu 27 millions de morts dans la Seconde Guerre mondiale en Union soviétique. Vous pensez quoi? Que parce que les Allemands étaient plus cruels sur le front Est qu'ils l'étaient sur le front Ouest? Mais pas du tout. C'est parce que la politique de l'état-major, de Staline et tout ça, c'était on s'en fout, on envoie des hommes et on y va. Et les Chinois ont fait d'ailleurs la même chose en Corée à un moment donné, pendant la guerre de Corée, où ils envoyaient 500 000 morts d'un seul coup. Bon, donc, c'est une tradition, et la négligence de l'homme est une tradition. On envoie des gens au casse-pipe parce que on espère gagner par la masse. On n'y arrive pas d'ailleurs, et là il se casse le dent sur les Ukrainiens. Bon, et donc en vérité il n'y a rien d'étonnant dans tout ça. C'est typiquement un héritage du système soviétique et de la mentalité, je dirais, même de l'armée russe d'une façon générale. C'est même plus grave que ça, parce que c'est la doctrine militaire russe qui est comme ça. Les généraux, ils sont punis quand ils perdent le territoire, mais ils sont jamais punis quand ils perdent des milliers d'hommes. Donc ils continuent dans cette domaine. Et justement, les chiffres intéressants, c'est parce que on voit l'état impérialiste de la Russie, parce qu'ils envoient au front les minorités, les Daguestanais, les Bouriates, les Nénètes, etc. Mais le centre Moscovie, comme on appelle ça, le centre européen russe, il le protège. Et aussi, on attend, Thierry, peut-être rébellion des femmes ou des mères russes par rapport à la perte des hommes et de leurs fils, mais on n'aura pas parce que la société a évolué énormément et surtout, ils sont très richement payés pour ne rien dire. Ils ont 5 millions de roubles et ça les réconforte, donc même il y a... Est-ce qu'ils sont vraiment versés? Allez.